Je l'ai vu pour la première fois à son retour en Pologne en 1998, année où sa condamnation à mort a été levée. 9 ans s'étaient écoulés depuis la chute du communisme, 7 ans depuis la fin de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie. On ne savait pas grand-chose de lui. Lorsqu'il servait comme colonel dans l'état-major de l'armée polonaise, Richard Kuklinski aurait transmis aux Américains plus de 40 000 pages de documents classés top secret concernant le pacte de Varsovie. D'aucuns affirment que s'il ne l'avait pas fait, la Troisième Guerre mondiale aurait éclaté. Certains l'ont accueilli en héros. D'autres l'ont qualifié de traître. Ja nie zamierzam promować swojej misji, ani stawiać się w roli bohatera. Byłem tylko zwykłym żołnierzem, który chciał spełnić obowiązek wobec ojczyzny. Погорнем вдоль набережной Балтики. Tampa, État de Floride, 2004. Voici la première scène de mon film sur Richard Kuklinski, l'homme qui aurait permis au monde d'échapper à la Troisième Guerre mondiale. Je suis en compagnie d'un de ses amis proches, Joseph Chaniawski. Après 6 ans de pourparlers, je vais enfin pouvoir interviewer le colonel Kuklinski. Ma caméra fera office de carnet de notes. J'ai choisi un petit modèle pour ne pas effrayer les gens. Nous arrivons au domicile du colonel. Il vit dans cette maison depuis 10 ans, sous une fausse identité et sous la protection du gouvernement américain. Nikki, la chienne du colonel. Je suis restée à son chevet toute la nuit. Quand une personne souffre d'une longue maladie, ce n'est pas la même chose. Son mari ou sa femme a le temps de se faire à cette idée. Mon mari, lui, a quitté la maison et n'est jamais revenu. Je l'ai vu à l'hôpital avec tous ses fils. C'était affreux. Il savait ce qui se passait. Il m'a dit « explique-leur que j'ai eu une attaque ». Je ne savais pas comment le dire en anglais. « Dis-leur stroke ». Comment l'a-t-il su? J'ai passé quelques jours là-bas, il y a 1 mois.
Nous n'avons échangé que quelques mots. Kuklinski fumait cigarette sur cigarette. Il devait se demander pourquoi il avait accepté de participer à ce film alors qu'il avait rejeté toutes les demandes précédentes. Quand la confiance s'est installée entre nous, il m'a fait venir ici et m'a dit qu'il y venait pour réfléchir, pour être seul. Il a fini par me donner sa parole d'officier et m'a promis que nous tournerions ce film. Et puis, il m'a abandonné. Il est parti avec son secret. Je n'ai pas pu m'entretenir avec le héros, mais on m'a remis ses cendres. Il y a une petite poche en velours dans cette boîte. Dans cette urne, c'est Valdemar. D'accord. Oui, c'est cette poche-là. Celle avec le socle? Non. Celle-là. Celle-ci, c'est Richard. Il faudrait l'emballer pour éviter qu'elle... Oui, elle est lourde. L'autre urne contient les cendres de son fils Valdemar, décédé il y a 10 ans. Il faudrait l'emballer. Avec ce drapeau? Je n'ai pas de tissu en velours pour la recouvrir. Dans le drapeau? Vous pouvez mettre la boîte dans celle-ci. La veuve de Richard Kuklinski nous a demandé d'apporter l'urne à Washington pour qu'on lui rende un dernier hommage. Clouée dans sa chaise roulante, elle ne peut pas s'en charger. Elle va aboyer, mais elle ne s'enfuira pas. Très bien. Prenez-en soin. Voilà comment a commencé mon long voyage avec les cendres du colonel Kuklinski et de son fils. À l'époque, je ne me doutais pas qu'il durerait 4 ans et m'amènerait à faire étape à Moscou, Varsovie et Washington, qu'il me faudrait compulser des archives, faire déclassifier des documents et que je rencontrerais des personnes dont j'ignorais presque tout alors. Une grande partie d'entre elles ne sont plus de ce monde aujourd'hui. J'ai sans cesse dû repérer les mensonges. Mon objectif était de reconstituer l'histoire du colonel Kuklinski. Y suis-je parvenu? Une question me tourmentait. Qui était cet homme dont les cendres sont près de moi? Tout a commencé avec un voyage en bateau. Satanée brochure. Moi, un vieux colonel bedonnant, je dois me pencher. Bonsoir. Pour les attraper. Voilà l'album photo du voyage en bateau qu'on a fait en 72. Les Jeux Olympiques avaient lieu cette année-là. Les noms des ports dans lesquels nous avons fait escale sont inscrits ici. Les photos retracent tout le déroulement de notre périple. Il y a aussi des cartes, des itinéraires. C'est celui-ci, le voilà. Oui, c'est bien le même nom. Un domaine de la stratégie militaire est consacré à l'étude des opérations de l'armée. Sous un prétexte quelconque, elle envoie des officiers dans une zone clé. Selon ce principe, nous avons organisé une expédition en mer menée par le colonel Kuklinski. Son fils Bogdan était du voyage. Nous avons fait venir notre famille pour cacher les véritables raisons de notre départ. Wilhelmshaven était une base de la marine allemande. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, elle a été prise par les troupes polonaises. Kuklinski s'est enfermé dans sa cabine pour écrire une lettre.
Après avoir terminé, il a glissé la feuille dans une enveloppe. Puis, en quittant le navire, il a jeté son stylo à la mer. Richard est parti avec un ami. Plus tard, l'ami est revenu seul, expliquant que Richard était allé acheter des pièces détachées de voitures. Est-ce vraiment ce qui s'est passé? Il a mis très longtemps à revenir. Sur le bateau, nous parlions de problèmes liés au voyage en mer. Et nous nous faisions du souci. J'ai demandé à l'ami qui l'avait accompagné ce qui s'était passé. Il m'a répondu, il est parti acheter des pièces, peut-être qu'il a du mal à les porter tout seul. Tout à coup, Bogdan s'est mis à crier, « Le voilà, papa arrive !» Il y a 2 mois, j'ai contacté par email les agents de la CIA qui ont travaillé avec Kuklinski à l'organisation d'une réunion. Ils ne m'ont jamais répondu. Conformément au souhait de sa veuve, nous apportons les cendres du colonel Kuklinski et de son fils à l'ambassade de Pologne pour une cérémonie d'hommage. Je l'imagine lorsqu'il a été expulsé de l'armée, dégradé devant ses soldats. Je me figure un jeune officier. Je suis certain que les agents de la CIA sont présents. Mais qui sont-ils? Il est délicat d'aborder quelqu'un en demandant « Vous êtes de la CIA ?» J'ai cru, à tort, que les urnes seraient conservées par l'ambassade jusqu'à la prochaine cérémonie. Je finis par recevoir une réponse d'un des agents de la CIA. Alors que je me rends à notre rendez-vous, j'ai la sensation que nous sommes suivis. Tout a commencé lorsque le chef de poste de la CIA en Allemagne m'a convoqué dans son bureau et m'a remis une lettre. Elle avait été rédigée par un informateur bénévole qui avait signé PV. Il proposait de fournir à l'armée américaine des informations très précieuses concernant les pays du pacte de Varsovie. L'auteur de la lettre, ce PV, devait appeler l'ambassade américaine à Amsterdam un jour précis, à une heure précise. Il a accéléré la cadence et a dit « Il faut qu'on y soit dans 10 jours ». Je ne me souviens plus mot pour mot de sa phrase, mais il a dit « On doit être à La Haye dans 10 jours et ensuite on changera de cap ». On naviguait sur les canaux des Pays-Bas. On voyait les vaches qui broutaient à proximité des berges. J'attendais près du téléphone dans le bureau de l'attaché à la défense, à l'ambassade de La Haye. C'est moi qui ai décroché. C'était une conversation assez insensée. On parlait à la fois allemand, anglais et russe. Malgré cela, on a réussi à fixer un rendez-vous le soir même dans une gare de La Haye.
Lang attend Kuklinski en compagnie d'un autre agent. Vers 22 heures, il l'aperçoit enfin. Quand je lui ai demandé comment je pouvais savoir que c'était bien lui, il m'a expliqué qu'il porterait un treillis, comme celui des Américains pendant la guerre du Vietnam. Vous savez, il existe différents types d'informateurs. Les personnes sincères, les menteurs, les terroristes et les gens comme ça. Quand il a prononcé le mot « treillis », je me suis posé la question. Il s'est avéré qu'il était allé au Vietnam. Il faisait partie de la délégation polonaise du groupe d'observateurs neutres des Nations Unies. Il semblait très tendu. Il fumait énormément. Toutes ces informations semblaient être un fardeau pour lui. Il les débitait à toute vitesse. J'ai tout de suite compris qu'il était de notre côté. Il m'a immédiatement convaincu que c'était un homme de confiance. Il savait ce qui se passerait si la situation dégénérait, si les Soviétiques lançaient une invasion. Ce fut notre rendez-vous le plus court. Nous devions le raccompagner à la gare. À quoi Kuklinski a-t-il pensé une fois de retour sur le bateau après ce premier rendez-vous? Welcome to the battlefield. After World War II, the world split into two military blocs, the Warsaw Pact and NATO. Choose a side. You have chosen the Warsaw Pact. You are in command of the Unified Armed Forces. Compare your forces with those of the enemy. You are now ready for war. Je vais rencontrer les supérieurs de Kuklinski, des chefs des forces armées polonaises, ainsi que l'ancien ministre de la Défense nationale, qui est devenu par la suite premier secrétaire du Parti communiste polonais, et enfin président, le général Jaruzelski. Richard Kuklinski a expliqué qu'il était devenu espion aux Pays-Bas, où il est entré en contact avec les États-Unis. Cependant, une enquête très poussée a démontré qu'il pouvait avoir commencé bien plus tôt, au Vietnam. J'ai du mal à m'imaginer. Monter sur un bateau, jeter l'ancre dans une ville d'Allemagne de l'Ouest et passer un coup de fil à l'ambassade. Les gens qui me répondent se dépêchent de venir me chercher uniquement parce que j'exprime le souhait de leur parler. Ce n'est pas comme ça qu'on devient espion. En 1967, Kuklinski a passé 8 mois au Vietnam. Je suis allé au Vietnam, moi aussi. C'était terrible. On y a vu des choses effroyables.
Cette guerre opposait les Américains, forts d'une puissance extraordinaire, aux Nord-Vietnamiens, qui portaient des sandales faites à partir de pneus. Vous avez pris conscience de la puissance des États-Unis? Oui, mais il était évident que cette puissance était en train de faiblir. Kuklinski a-t-il pris l'initiative de contacter les Américains pour sauver la Pologne et le reste du monde? Ou bien s'est-il engagé lorsqu'il était au Vietnam en échange d'une certaine somme d'argent? Seule la lettre de Wilhelmshaven peut me fournir la réponse à ces questions, si elle existe vraiment. Je m'apprête à rencontrer un homme considéré comme l'un des mieux informés au monde. Il a dirigé le service de renseignement de l'armée américaine. Aujourd'hui, tout va de travers. J'ai demandé à ce que son bureau soit verrouillé, mais... J'ai peur maintenant. Bonjour. Bonjour. Voici Brzezinski et Carter, qui me nomment général de brigade dans la salle Roosevelt de la Maison-Blanche. Là, c'est Brzezinski et moi dans son bureau vers la fin du mandat de Carter. Il a écrit « Non, nous ne pouvons pas créer un commandement dans l'océan Indien ». J'étais déçu. À cette époque, les États-Unis s'étaient retirés du Vietnam et l'armée américaine concentrait son action en Europe. On s'était aperçu que les armées soviétiques avaient commencé à renforcer leur armement et on a compris que les forces américaines, les forces de l'OTAN, étaient très vulnérables face à la menace très sérieuse d'une attaque. Quand j'ai fait la connaissance de Kuklinski, j'ai vu en lui un intellectuel militaire, un officier d'état-major très compétent qui analysait la situation d'un point de vue opérationnel, mais aussi d'un point de vue stratégique. C'est à quelques rues d'ici. J'ai reçu de nouveaux emails des agents de la CIA. Ces employés des services secrets américains ont accepté pour la première fois de s'exprimer sur cette affaire devant une caméra. Nous n'avions jamais rencontré un espion aussi brillant. Il était doté d'une intelligence remarquable. C'était un patriote. Il souhaitait nous fournir des informations qui nous permettraient de comprendre le projet de guerre des Soviétiques. Les forces armées présentes en Europe de l'Est, dans l'ouest de la Pologne, en Allemagne de l'Est, en Tchécoslovaquie et en Hongrie, constituaient le premier échelon stratégique. Elles seraient les premières à envahir l'Ouest et à attaquer l'OTAN. L'objectif pour l'état-major soviétique était d'atteindre les côtes d'Europe de l'Ouest et d'envahir l'ensemble de l'Europe continentale en une cinquantaine de jours, soit moins de 2 mois. Your forces are ready to attack. Shock troops on the move, Commander. Select your units. Enemy radar station destroyed. Polish units are landing in Denmark and northern Germany.
sir. The enemy is retreating. Mission accomplished. Congratulations. Un an plus tard, les recherches que j'ai menées me conduisent à Moscou. Je vais rencontrer les chefs des armées du pacte de Varsovie. Bonjour. Notre alliance était très puissante. Elle avait les hommes, l'équipement et les armes nucléaires. Nous avions donc l'avantage sur les unités de l'OTAN déployées en Europe. Nous étions prêts. Si l'OTAN lançait une attaque, nous savions qu'elle n'avait aucune chance, que nous étions plus puissants. Il est impératif d'avoir une avance quand on prévoit de lancer une offensive. J'attends de rencontrer le maréchal Kulikov, commandant des forces armées du pacte de Varsovie. J'ai rêvé de lui plusieurs fois. Le pacte de Varsovie et l'Union soviétique ont toujours eu une position défensive. Dans le cas d'une attaque nucléaire ennemie, notre tactique prévoyait que nous répliquions. Non, le pacte de Varsovie n'avait pas de stratégie de défense. Nous avons obtenu des copies de leurs plans. Une partie a été déclassifiée. Vous pouvez les consulter si vous voulez. Si vous y trouvez le mot défense, prévenez-nous. Ils avaient une stratégie agressive, offensive. Il n'existait pas de plan de défense, mais un projet d'attaque de l'Europe de l'Ouest. Il était donc indispensable que nous connaissions leur tactique afin de la faire échouer. Vous dites que vous adoptiez toujours une position de défense au début des conflits, mais bizarrement, au bout de 3 ou 4 jours, vous passiez toujours à l'attaque. On ne pouvait pas rester en position de défense éternellement. Nous étions très puissants. Et le golfe de Gascogne, vous voyez de quoi je parle, il était tout proche. Croyez-moi. Était-ce la première fois que vous alliez à l'Ouest? Non, nous y étions déjà allés bien avant cela. D'accord. Oui, bien avant. Mais vous avez été fasciné par ce que vous y avez vu. Oui, bien sûr. Ici, la vie était assez triste. Nous étions captivés par tout ce qu'il n'y avait pas chez nous. Les sex shops, les vitrines. Je ne veux pas trop m'étendre pour ne choquer personne, mais il est important d'en parler. Évidemment. C'était des choses qui nous intéressaient. Le deuxième rendez-vous a eu lieu à Rotterdam, dans le parc de la Tour. Il est venu avec son fils. Aujourd'hui encore, j'ai du mal à y croire. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit sur nous. Bogdan avait 17 ans à cette époque.
Tout petit déjà, il accompagnait son père lors de ses voyages en bateau. Valdemar, lui, avait 20 ans et n'aimait pas la mer. Là, Kuklinski fait descendre Bogdan dans l'eau. Il est accroché à une corde. Bogdan a sauté du bateau. Il a sauté dans l'eau. Quand les garçons étaient petits, ils s'en occupaient plus souvent. À Kolobrzeg, il avait plus de temps libre. Puis quand ils sont arrivés à l'adolescence, il était trop pris. Il les accompagnait à l'école et passait autant de temps que possible avec eux. Je m'aperçois que Kuklinski avait 42 ans à cette époque, mon âge aujourd'hui. Comme moi, il avait 2 fils, une femme, une maison qu'il avait construite de ses mains. Son travail était apprécié, il menait une carrière brillante. Les bateaux étaient sa passion. Pourquoi a-t-il pris le risque de perdre tout cela ? Les demandes répétées que j'ai formulées depuis 4 ans portent enfin leurs fruits. Je reçois un pli de la CIA. Cher monsieur, pardon pour mon anglais. Je suis membre des forces armées de pays communistes. Je veux rencontrer en secret un officier de l'armée américaine, lieutenant-colonel ou colonel. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis avec mes camarades et ils ne doivent pas savoir. À Amsterdam, je téléphonerai à l'ambassade américaine. Cet officier devra parler russe ou polonais. PV. Pendant cette croisière, Kuklinski et Lang se sont vus une dernière fois à Kiel, où avait lieu la compétition olympique de navigation. Nous ne lui avons pas révélé que nous étions de la CIA parce que, dans sa lettre, il avait dit vouloir rencontrer des militaires américains. Nous ne voulions pas l'effrayer en prononçant ces 3 lettres. A-t-il demandé une rémunération? Pas du tout. Nous lui avons expliqué qu'une certaine somme serait mise de côté pour le cas où lui et sa famille devaient quitter la Pologne. Il n'a pas voulu en entendre parler. La lettre que le colonel Kuklinski a envoyée à l'ambassade était signée PV. Très vite, je lui ai demandé pourquoi PV. Il a levé la main, pointé le doigt vers le ciel et dit « Polish Viking ». Je suis le viking polonais. Le lendemain matin, Wally et moi sommes allés nous asseoir sur un rocher à l'extrémité est du canal de Kiel. On a regardé le navire quitter le canal et partir à l'horizon. Chaque penny que la CIA m'a versé pour salaire était mérité. Quand j'ai vu ce bateau disparaître à l'horizon, je me suis félicité de ne pas avoir commis d'erreur pendant notre conversation téléphonique et nos rendez-vous. Je savais qu'on détenait la clé qui nous permettrait de décrypter les mystères de la guerre froide et d'y mettre un terme.
Musée international des espions à Washington. Le directeur, un ex-agent de la CIA, a épluché des milliers de documents sur l'affaire Kuklinski à la demande de Benjamin Weiser, un journaliste. Dans le dossier du colonel Kuklinski, ce qui saute aux yeux, c'est sa motivation uniquement idéologique. Cela transparaît dans tous les documents. Il a fait le choix de jouer ce rôle. Il a pris de gros risques. Et sa motivation est restée intacte pendant presque 10 ans. Il n'a pas fait cela pour des raisons financières. Nous rendons visite au seul militaire qui ait eu accès à ces documents. Comme Kuklinski, c'était un colonel de l'armée. Quand les informations détaillées nous sont parvenues, on a pris conscience de l'ampleur du problème. Il ne fallait pas seulement redouter les divisions en Allemagne de l'Est et en Pologne, mais aussi les forces armées qui allaient quitter l'Union soviétique et traverser la Pologne pour entrer en guerre. Le premier échelon stratégique était à peu près aussi important que l'OTAN. Et le second échelon comptait autant d'hommes. Nous pensions pouvoir vaincre le premier échelon, mais pas le second. Parlez-nous du second échelon stratégique que les Américains craignaient tant. Le second échelon stratégique devait avancer de l'Est vers l'Ouest. En ce qui concerne le second échelon stratégique, aucun pays européen ne pouvait rivaliser avec l'Union soviétique en termes d'effectifs. Disons qu'une armée est constituée d'environ 100 000 soldats. Donc 3, 5 multiplié par 500 000, cela représente 1,5 million à 2 millions de soldats, quelque chose comme ça. On l'avait déjà vu lors d'exercices. Mais on ne comprenait pas ce qu'ils comptaient faire. Pour que le second échelon stratégique entre en action, il fallait que le premier, constitué des Polonais, des Allemands de l'Est, des Tchèques et des Hongrois, soit entièrement éliminé. Your progress is slowing. You are suffering losses. You have lost 90% of your frontline troops. You are in urgent need of reinforcements. The second echelon is ready to attack. Awaiting orders, Commander. Select your second echelon. The second echelon has been deployed to the front line. Ford the Vistula and Oder rivers as soon as possible. Au panneau, prendre la première à droite. L'homme que nous allons voir est un spécialiste des technologies du renseignement. J'ai l'impression que c'est lui qui a créé cet appareil, mais personne n'a voulu me le confirmer.
Bonjour. Bonjour, moi c'est Kiss. Dariusz Jablonski. Ne filmez pas tout de suite. Bonjour, bonjour. Entrez donc. C'est extraordinaire. Bonjour. Ceci est un appareil photo en état de marche. Aujourd'hui encore, son assemblage nécessite une précision d'horloger. C'est ce même appareil qui a été placé dans le briquet de Mark Cricket. Ce briquet était très prisé des militaires du pacte de Varsovie et de l'armée soviétique. C'étaient de gros fumeurs. Le briquet jetable de Cricket était donc considéré comme une cachette efficace. Il aurait envoyé plus de 40 000 documents explosibles? Tout à fait. Techniquement, c'est possible. Mais je vous dis ça aujourd'hui, confortablement installé dans mon fauteuil 25 ans après les faits. Quartier général de l'état-major de l'armée polonaise. C'est ici que Kuklinski a travaillé, d'abord en tant que directeur adjoint du service d'entraînement opérationnel, puis en tant que responsable du service de planification générale, le cerveau de l'armée. Il marchait en chaussettes sur des cartes gigantesques qu'il annotait à l'aide de crayons de couleur et de feutres. Il dessinait d'énormes flèches qui indiquaient les mouvements stratégiques des armées du pacte de Varsovie. Lui faisiez-vous confiance? Absolument. J'étais convaincu qu'il était digne de confiance. Un directeur très compétent, un officier très qualifié. L'honneur et la dignité sont des valeurs auxquelles il est très attaché. Très intelligent, travailleur et persévérant. Doté d'une faculté d'analyse exceptionnelle. S'exprime de façon très claire, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Il a reçu diverses décorations, notamment du chef d'état-major et du ministre de la Défense, le général Jaruzelski. Il travaillait très dur lorsqu'il était employé par l'état-major. Il rentrait pour le déjeuner, s'allongeait 5 minutes, il ronflait puis repartait au travail. C'était ça sa pause déjeuner. Il restait au bureau jusqu'à 8, 9, 10 heures du soir. Il était toujours à la recherche de ses lunettes ou de ses clés. Et de ses chaussures? Non, pas de ses chaussures. Il était sans arrêt en train de chercher ses documents. Il rentrait énervé. Il doit bien être quelque part. On va m'arrêter. C'est un document classé secret. Bien évidemment, il les retrouvait toujours. Mais il était tellement stressé quand quelque chose se perdait. On vous a raconté cette fois où il est sorti de l'état-major avec des tas de documents? Non. Il est sorti du bâtiment de l'état-major avec une grande quantité de documents dans les bras. Il les emportait chez lui pour les photographier. Il a percuté un poteau et est tombé à la renverse. Il s'est blessé à la tête et les documents se sont envolés. Il y en avait partout. Ses amis sont venus le voir, se sont assurés qu'il allait bien et l'ont aidé à rassembler ses papiers. S'ils avaient vu ce que contenaient ces documents... Mais non, je vais t'aider Richard, ça va aller? Ils lui ont rendu ses papiers et il est parti. Personne ne peut imaginer ce qu'il a vécu pendant ces 9 ans. Chaque matin, on se réveille en se disant qu'on risque d'être démasqué, arrêté, torturé, interrogé et enfin exécuté. Il est presque inconcevable qu'il ait pu supporter une telle pression. Pour ça, il faut être très solide dans sa tête et être convaincu du bien fondé de ses actes. Cette séquence, tournée par le KGB, présente le piège tendu à un informateur de la CIA à Varsovie.
Si Kuklinski a réussi à photographier tant de documents, c'est parce que les systèmes de protection étaient bâtis pour empêcher l'ennemi de pénétrer de l'extérieur. Mais ils ne restreignaient pas l'accès aux documents d'un officier supérieur respecté. Comment un garde aurait-il pu avoir le culot de fouiller le porte-documents de Kuklinski alors qu'il quittait le bâtiment? Le colonel lui aurait dit « Imbécile, j'emporte ces documents pour une réunion. Pour qui vous prenez-vous » Imaginons que le chef de l'état-major de l'armée polonaise m'ait dit « Nous savons de sources sûres qu'un officier supérieur de l'état-major est un agent des services de renseignement des États-Unis ou d'un autre pays. Vous travaillez pour nos services depuis 45 ans. Vous avez gravi les échelons, d'abord simple soldat, vous êtes devenu directeur du contre-espionnage. D'abord simple agent du renseignement, vous avez obtenu le poste de responsable du renseignement. Vous avez beaucoup d'expérience. Nous allons convoquer tous les membres de l'état-major. Vous devrez demander à chacun s'il est un espion et observer sa réaction pour savoir qui est le coupable. Kuklinski aurait été le premier que j'aurais rayé de la liste des suspects. Avait-il accès à des informations confidentielles concernant le pacte de Varsovie? Toutes les informations provenant du pacte de Varsovie et toutes celles qui étaient transmises par l'armée polonaise au pays du pacte de Varsovie passaient entre les mains de Kuklinski. Il participait à toutes les réunions du Conseil militaire et du comité du ministre de la Défense, ainsi qu'aux séances de la commission de consultation politique. Cela prouve qu'on lui faisait confiance. Il détenait de nombreuses informations. J'ai une photo sur laquelle on le voit me tendre des documents à signer. On demande à des aveugles de toucher un éléphant puis de le décrire. Le premier tâte sa queue et dit « L'éléphant est semblable à une corde ». Le deuxième touche son flanc et dit « L'éléphant est semblable à un mur ». Le suivant touche sa jambe et dit « L'éléphant est semblable à un arbre ». Le suivant attrape son oreille et dit « L'éléphant est semblable à une feuille d'arbre ». Le dernier examine la trompe de l'animal et dit « L'éléphant est semblable à un serpent ». Aucun d'eux n'a décrit l'éléphant. Le plus important chez cet animal, c'est son cerveau et sa carrure. Le colonel Kuklinski nous a aidés à analyser le cerveau de l'éléphant, ses mouvements, à prévoir ses actions. Il nous a montré ce qui se préparait. En 1973, Kuklinski entame un nouveau périple en direction de l'Ouest. Il effectue plusieurs voyages jusqu'en 1976, année où le chef d'état-major lui ordonne d'arrêter sur les conseils du contre-espionnage. Eine dicke Zigarre hängt auf seinem Maul und ist fett und unangenehm. Jeder weiß, wenn sein Gestängel falsch und der wird leider niemals auf. Der dicke Un nouvel agent attend Kuklinski à Hambourg pendant 12 heures. Il avait l'allure d'un militaire. Il m'a regardé droit dans les yeux et s'est présenté. Je lui ai donné mon nom en précisant que je travaillais pour la CIA. À ce moment-là, Kuklinski apprend qu'il a été en contact avec la CIA et non l'armée américaine. Nous en étions venus à la même conclusion. Ce qui l'a poussé à prendre une décision terriblement difficile. Il allait risquer sa vie et celle de sa famille parce qu'il s'était aperçu que son pays, votre pays, allait bientôt être rayé de la carte si certains événements se produisaient. Le colonel Kuklinski en a justement déduit, comme nous l'avions fait de notre côté, que le seul moyen pour l'OTAN de s'en sortir était de détruire le second échelon stratégique au moment où il se déploierait.
Cela impliquerait de lourdes attaques aériennes, le lancement de missiles et de roquettes liés à des systèmes d'attaque complexes créés spécialement pour empêcher la progression du second échelon en Pologne. Nous avions envisagé la possibilité que des armes nucléaires soient utilisées en Europe centrale plutôt qu'en attaque directe sur les États-Unis et l'Union soviétique. La Pologne et l'Allemagne de l'Est devaient essuyer le plus fort de l'attaque. Elles allaient être réduites à néant. Ces pays seraient devenus un no man's land nucléaire. Ça aurait été un véritable holocauste, un génocide. Des pays entiers auraient pu être détruits. Nuclear missiles incoming, Commander. You have 10 seconds to respond, sir. 8, 7, 6, 5, 4, C'est cette perspective qui l'a poussé à résister. Il fallait agir. Il est le seul à l'avoir fait. Quatre ans plus tard, en 2008, je me trouve au ministère de la Défense en Pologne. Je découvre les cartes du pacte de Varsovie qui viennent d'être déclassifiées. On laisse le pied dans le coin. Bonjour, monsieur le ministre. J'ai été fasciné par cette carte lorsque je l'ai vue pour la première fois dans les archives de l'armée. On y voit le scénario d'une guerre nucléaire en Europe. Sous prétexte de répondre à une attaque, les armées du pacte de Varsovie marchent jusqu'aux rives de l'Atlantique. En représailles, on voit l'attaque des bombardiers stratégiques de l'Ouest au-dessus de la Pologne et les frappes nucléaires à l'aide d'ogives plus petites, plus précises et donc plus meurtrières, qui sont lâchées sur les fleuves, l'Oder et la Vistule. 32 ans après la première croisière de Kuklinski, je me rends à Kiel. Je cherche l'emplacement d'amarrage du Legia. Tandis que je suis le chemin emprunté autrefois par le colonel, une question m'assaille. La peur qu'un tel conflit éclate justifiait-elle qu'il prenne une décision aussi risquée? Sur cet embarcadère par ici. Comment a-t-il trouvé la force de s'opposer au système dont il faisait partie? De tenter seul d'influer sur le destin du monde quoi qu'il lui en coûte. Quel genre d'homme peut oser faire une chose pareille? Si je ne me trompe pas, ça devrait être là. Oui, c'est ça. La maison est là. Ça, ce sont les poteaux. Oui, ce sont ces poteaux-là, oui. Voilà. C'est là qu'était le Legia.
Dans ce centre d'archives sont stockés les dossiers de tous les officiers polonais. Celui de Kuklinski était classé top secret. Quand j'avais 13 ans, en mai 1943, mon ami et sa famille ont été arrêtés. Craignant de subir le même sort, j'ai pris la fuite. Ce jour-là, la Gestapo a fouillé ma maison et placé 3 cartouches de munitions sous un oreiller. Ils s'en servirent comme motif pour arrêter mon père, qui ne revint jamais. J'étais à la campagne, à Niedabil, quand c'est arrivé. Une voiture est rentrée dedans. Je n'arrive pas à le redresser. Mais si, on va le faire. C'est impossible. Mais non. On s'est rencontrés alors qu'on passait des vacances à Niedabil. Il est né et a grandi à Varsovie, dans un quartier juif. Comme vous le savez peut-être, de nombreux juifs vivaient dans la vieille ville. Dans son immeuble, la moitié des habitants étaient juifs. Richard a aidé les Juifs à cette époque. Il n'aidait pas vraiment des Juifs, mais ses voisins, les gens de son immeuble. Lorsqu'ils ont été emmenés au ghetto, ses voisins appelaient « Richard !» de l'autre côté du mur. Comment aurait-il pu ne pas les aider? On est monté sur le toit en passant par la trappe. C'était un jour ensoleillé d'avril. Et si je me souviens bien, le ciel était un peu nuageux comme ce matin, mais le soleil brillait. Tout à coup, on a entendu des coups et vu des flammes et de la fumée. Personne n'a compris qu'il y avait une révolte dans le ghetto. Durant le soulèvement de Varsovie en 1944, je me suis enrôlé dans l'armée de l'intérieur pour me battre et venger mon père. Après la guerre, quand je suis retourné à Varsovie, ma maison était en ruine. On était 5 ou 6. On se réunissait souvent. Il me parlait de son père. Ça me touchait toujours beaucoup. J'avais de l'affection pour lui. C'était un enfant. On aurait pu le prendre pour un jeune scout. Il avait un visage enfantin. J'avais du mal à croire qu'il avait 16 ou 17 ans. Il me parlait de son père et je sentais que ça avait été un événement tragique pour lui. Bien souvent, il pleurait. Un des événements qui l'ont poussé à nous contacter a été le printemps de Prague. À son retour du Vietnam, il a été envoyé au quartier général du pacte de Varsovie pour participer à l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968. Kuklinski a vu l'armée polonaise qu'il aimait tant, en accord avec le pacte de Varsovie, attaquer un pays voisin parce qu'il réclamait la liberté. Avec Kuklinski, nous avons établi le plan d'invasion de la Tchécoslovaquie par l'armée polonaise. Même dans le pire des cas, il ne me semblait pas possible que nous envahissions la Tchécoslovaquie. Il était plus réservé. Mais je ne cessais de lui répéter « Richard, c'est impossible, ouvre les yeux !» Les événements qui ont lieu en Tchécoslovaquie l'ont fortement marqué. Il ne pouvait l'accepter. Il n'arrêtait pas d'en parler, d'y penser. Un autre incident l'avait beaucoup perturbé. Les fusillades de 1970 en Pologne, au cours desquelles plusieurs personnes ont péri. Il reprochait à Jaruzelski d'en avoir donné l'ordre. En décembre 1970,
Les grèves et les manifestations ont été violemment réprimées par l'armée polonaise, qui s'en est prise au peuple de son propre pays. Les gens pleuraient dans le train. Ils revenaient de Szczecin et ont raconté ce qui s'était passé là-bas en 1970. Comme les autres, j'étais bouleversé en apprenant que des coups de feu avaient été tirés, entre autres, depuis des hélicoptères. Je suis rentré chez moi. Quelqu'un a frappé à ma porte. Quand j'ai ouvert, mon ami le colonel est entré en trombe. Il a jeté son manteau dans le couloir et s'est précipité. Il se tenait à cet endroit quand il a dit « Les salauds, qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Ensuite, il a allumé une cigarette, il est sorti sur le balcon et m'a tout raconté, comme s'il faisait un rapport, des documents qui indiquaient le nombre de morts, de blessés, la quantité de munitions utilisées. 1160 personnes ont été blessées et au moins 44 ont trouvé la mort. Il m'a parlé de l'entretien qu'il avait eu avec le collègue qui avait donné l'ordre de tirer. Quand il lui a demandé comment il avait pu prendre une telle décision, l'homme lui a répondu « Richard, je n'endors plus la nuit. Je vois les images, ça me dégoûte, mais que pouvais-je faire d'autre ?» Jesteśmy drugą armią Układu Warszawskiego. Armią, z której możecie być dumni. Autentycznie dumni, dobrą, zdyscyplinowaną, ofiarną, ideową. Nasz żołnierz będzie każdej ludowej władzy bronić. Razem z wami będzie bronić. I partii będzie bronić. Au départ, il s'est dit « Je vais diriger un groupe de résistance composé d'officiers que je convaincrai de mener une guerre en Europe centrale. Quand le moment sera venu, je mobiliserai le groupe et nous résisterons au pacte de Varsovie. » C'était une noble intention, mais cette entreprise n'aurait pas eu beaucoup d'effet. Rapidement, il a compris qu'il valait mieux qu'il collabore avec nous, qu'il communique des informations à l'Ouest au sujet des projets de guerre du pacte de Varsovie et de tout ce qui y avait trait. De cette façon, il avait peut-être une chance d'éviter cette guerre et de sauver son pays. Cette ville était grise et sinistre. Dans la rue, les gens ne portaient que des vêtements sombres et ne regardaient personne droit dans les yeux. L'atmosphère n'était pas très accueillante. Non pas que les habitants n'étaient pas sympathiques, mais ils ne pouvaient pas l'être. Avant cela, je ne m'étais jamais immiscée dans les affaires de mon mari. Mais quand nous sommes arrivés en Pologne, j'avais besoin d'être impliquée. Quand on parle de rendez-vous avec Kuklinski, on s'imagine qu'on s'asseyait tous autour d'une table et qu'on parlait. Pas du tout. Lors de notre plus longue entrevue, il nous a remis un paquet et nous sommes partis immédiatement. Nous avions à peine le temps de voir son visage en général. Quand on sortait, on vérifiait qu'on n'était pas suivi. On étudiait les réactions des gens autour de nous. Il fallait être sur le qui-vive. Si on était démasqué, il fallait être prêt à fuir rapidement. On n'avait pas droit à l'erreur. 8 ans après le premier contact entre Kuklinski et la CIA, la Pologne fait un pas en avant vers la liberté. Le syndicat Solidarność voit le jour, mené par Lech Walesa. En août 1980, année qui a vu la création de Solidarność, j'ai acquis la conviction que je n'étais pas seul.
Je ne suis pas le seul engagé dans cette voie. J'ai découvert que la nation voulait être libérée de l'entrave du communisme. Après tout, j'ai aujourd'hui plus de facilité à agir pour mon pays et pour sa liberté qu'il y a 9 ans. Ce sont les efforts des individus, et pas seulement les miens, qui fonderont une nation forte face à laquelle le plus grand des pouvoirs sera impuissant. Un texte du colonel Kuklinski. Dès août 1980, Kuklinski travaille sans relâche pour fournir à la CIA des renseignements concernant les menaces qui pèsent sur Solidarność. La Pologne était située sur l'axe principal. Tous les réseaux de communication vers l'ouest, qui étaient activés en cas de guerre, passaient par la Pologne. Nous avions des réserves le long de ces axes, grâce auxquels nous pouvions nous ravitailler. C'est pourquoi il n'était pas possible de laisser la Pologne quitter le pacte de Varsovie et rejoindre l'OTAN. C'était inacceptable pour moi. Très urgent. 4 décembre 1980. Les forces d'intervention seront composées de 18 divisions. 4 divisions de l'armée polonaise se joindront aux forces unifiées. La date fixée pour l'entrée en République populaire de Pologne est le 8 décembre. Sous la pression de ses députés, le général Siewicki a supplié le ministre de la Défense de repousser l'attaque des forces unifiées. Mais ce suppôt apeuré de Moscou n'a même pas voulu examiner cette possibilité. Jack Strong. Dans les jours qui ont précédé le 1er décembre, nous redoutions que les soviétiques lancent l'invasion. Brzezinski, qui avait connaissance de l'existence de Kuklinski parce qu'il était notre informateur, utilisait dans ses déclarations publiques les renseignements fournis par ce dernier pour faire comprendre aux soviétiques que nous étions au courant. Les informations communiquées par Kuklinski étaient d'une importance capitale. Elles étaient très précises. Et plus tard, lorsque nous avons pu consulter les archives soviétiques, tchèques, est-allemandes et polonaises, nous avons constaté que tout était vrai. Ces renseignements ont donc largement influé sur la manière dont les États-Unis ont réagi vis-à-vis du Kremlin. Les États-Unis expriment leur inquiétude face au renforcement sans précédent des forces soviétiques à la frontière polonaise et à la fermeture de certaines zones frontalières. Cet homme a sauvé son pays. Si la Pologne avait été envahie, les personnes arrêtées pendant l'application de la loi martiale ne seraient certainement pas en vie aujourd'hui. Cela aurait concerné l'élite de la société. Que se passerait-il si Kuklinski apprenait que l'Ouest était sur le point d'être attaqué? Comment pouvait-il envoyer cette information de la plus haute importance? La CIA a mis au point un appareil révolutionnaire, l'équivalent d'un smartphone aujourd'hui. Un petit engin électronique portable de la taille d'un paquet de cigarettes. Quand Kuklinski plaçait cet appareil à proximité du récepteur, les informations étaient transmises automatiquement. Kuklinski a l'habitude d'établir la communication près de l'église Sainte-Anne, dans la vieille ville. Il ignore que les informations sont reçues par Ryan, qui assiste à la messe au même moment. Quand le président Reagan a pris ses fonctions mi-janvier 1981, les événements en Pologne représentaient une préoccupation majeure. Pourquoi ? À cette époque-là, la menace d'une invasion était bien réelle, ce qui n'était plus le cas l'année d'après. J'ai lu dans les procès-verbaux de réunion entre dirigeants soviétiques qu'il leur était impossible d'envahir la Pologne. Ils devaient pousser les Polonais à s'en charger. Ce sont eux qui en ont eu l'initiative. S'ils avaient besoin d'une aide technique, nous étions là pour les aider.
Le projet d'imposer la loi martiale est venu de l'état-major polonais. Les officiers m'ont demandé de participer parce qu'ils disaient manquer d'expérience. Je suis venu accompagné de collègues de l'état-major du pacte de Varsovie et d'autres officiers. Ensemble, nous avons conçu le plan. Le colonel Kuklinski a pris part à ce travail. Je le connaissais bien. 13 septembre 1981. Le conseil d'administration se divisera en 2 unités. La première sera chargée de la planification. J'en ai été nommé responsable, à mon grand désarroi. La seconde sera l'unité de commandement. Est-il exact qu'avant d'imposer la loi martiale, Jaruzelski a cherché à obtenir la garantie que le pays serait aidé si un problème survenait? Je dois reconnaître qu'il m'a fait cette demande personnellement. Il en a parlé, oui. Extrait daté du 9 décembre 1981 du journal du général Anochkin, aide de camp du maréchal Kulikov. Conversation avec le camarade Jaruzelski. Jaruzelski. Si cela s'étend à tout le pays, vous, l'URSS, devrez nous venir en aide. Nous ne pourrons pas maîtriser les foules. Kulikov. Peut-on parler de votre décision concernant le lancement du projet au moment où nous briefons Brejnev? Jaruzelski. Bien sûr, à condition que vous nous aidiez. Ce soir-là, le temps était à la tempête. La pluie était torrentielle. Je suis arrivé avec 1 ou 2 minutes de retard. Quand j'ai rejoint le lieu de rendez-vous, il n'était pas là. Je m'apprêtais à repartir après avoir échoué dans ma mission. Comme je vous le disais, je le reconnaissais seulement à sa carrure. À ce moment-là, j'ai vu un homme. Il portait une capuche. Il s'est retourné et a reconnu ma voiture. C'est le souvenir le plus marquant que j'en garde. Ce jour où je l'ai reconnu dans son imperméable. « 15 septembre 1981. Rapport spécial. Il est important de rappeler qu'officiellement aucune décision d'imposer la loi martiale n'a été prise. Nous avons le sentiment qu'elle sera imposée sans préavis. Je crois que ma mission touche à sa fin. Longue vie à la Pologne libre, longue vie à Solidarność, qui pourrait offrir la liberté à toutes les nations opprimées. » Dans la deuxième moitié de l'année 1981, si ma mémoire est bonne, j'ai appris par l'intermédiaire des services de renseignement ou du ministère des Affaires internes que des informations concernant le projet de loi martiale avaient filtré à l'étranger. Le général Skalski, adjoint du chef d'état-major en charge des opérations, m'a convoqué ainsi que mes adjoints, le général Puchala, le colonel Witt et le colonel Kuklinski. J'étais alors directeur du conseil d'administration. Ils se sont assis autour d'une table. Il leur a expliqué que des sources soviétiques, à Rome, lui avaient appris... Des informations auraient filtré à ce sujet. Les personnes ici présentes sont les seules à connaître tous les plans. La dernière version très proche de la version finale du plan Viosna pour la mise en place de la loi martiale était parvenue au quartier général de la CIA à l'anglais. Quelle était l'ambiance de cette réunion? Nous étions troublés. Le colonel Kuklinski savait comment l'information avait circulé. Aucun des hommes présents ne pouvait être un espion. Il avait toutes les raisons de croire qu'il allait être arrêté, enfermé, puis exécuté. Ce matin-là, quand je suis arrivée dans la zone sécurisée, j'ai regardé l'appareil. La lumière clignotait, ce qui signifiait qu'un message était arrivé. On a lu le message ensemble et là, notre cœur s'est arrêté. C'était la fin. Il nous a écrit une lettre qui disait
Chers amis, tout indique que ma mission doit s'arrêter ici. 3 choix s'offrent à moi. Ou bien je me suicide, ou je suis arrêté, ou j'accepte l'aide que vous m'avez proposée un jour. Ça a été un véritable choc. Mais c'est moi qui ai pris la décision. Il fallait que nous partions. Mon fils cadet a accepté tout de suite et l'aîné a dit qu'il devait réfléchir. Finalement, il nous a suivis. On ne s'y attendait pas du tout. Quand on s'est vus, il tremblait. Il était bouleversé, vraiment affolé. Il m'a dit qu'il pouvait être de retour avec sa famille 1 heure plus tard. Je lui ai répondu, je ne suis pas certaine qu'on pourra s'occuper de ça ce soir. Retrouvons-nous demain, à la même heure, mais à une autre adresse. Il semblait tellement choqué que je l'ai soutenu pendant que nous marchions. Nous avons tenté de les voir 4 soirs de suite, durant le mois de novembre 1981. C'était très frustrant. Nous étions suivis chaque soir. J'ai du mal à imaginer ce qu'il a pu se dire. Chaque soir, il attendait dans le froid, avec sa famille. Personne ne venait au rendez-vous et chaque soir, ils devaient rentrer chez eux et faire comme si tout allait bien avant de recommencer le lendemain. Le samedi soir, on a réussi. Notre agent et sa femme sont venus de Berlin. Le feu est passé au vert et on a pris le dernier virage. Là, j'ai vu un visage. J'ai éteint les feux pour qu'il vérifie la plaque d'immatriculation et voit que c'était la voiture qui l'attendait. Ils sont montés dans la voiture, ils les ont cachés sous des couvertures. On les a couverts avec des paquets et des sacs. C'était nos achats de Noël. On s'est rendu dans une rue près de l'ambassade. Des gardes étaient là. On les a fait sortir de voiture, puis ils sont montés dans un autre véhicule qui attendait à côté. Ils sont partis tout de suite en direction de l'ouest pour Berlin. W zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. La loi martiale a détruit tout ce qui pouvait inspirer le peuple en 1981. C'était une terrible injustice sur le plan moral. Une injustice dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Ordre de lancer une chasse à l'homme national. Prévenez Mangan. L'homme recherché devra être placé en détention. Description: environ 1,67 m, visage long, yeux bleus, cheveux châtain clair. Il est probablement accompagné de sa femme et de ses 2 fils. Bogdan Kuklinski, fils de Richard et Anna, est soupçonné d'avoir pris part à un trafic de drogue. À 9h30, le domicile du colonel Richard Kuklinski à Varsovie a été fouillé en l'absence du propriétaire. Il ne pouvait emporter qu'un petit sac, c'est tout. Pourtant, il a pris une gravure intitulée « Peau Bourgie » après la tempête. Il me l'a offerte. J'étais très touché. Cela décrivait sa situation après la tempête. Au début, c'était horrible.
Vraiment horrible. Mon pays me manquait terriblement. Il m'a fallu quelques années pour m'habituer. Nous ne pouvions nouer d'amitié avec personne, et surtout pas avec des Polonais. Nous ne parlions pas anglais, ce qui compliquait les choses. Richard communiquait en russe, moi en allemand. On a appris quelques rudiments d'anglais plus tard. Mais on peut dire que jusqu'à la fin, notre vie sociale était inexistante. Nous étions seuls. Voici les photos du premier Noël après leur départ. Sur le côté de la maison, Richard avait construit un barbecue. Dans le jardin, il y avait un joli bosquet et des roses magnifiques. Je n'en avais jamais vu d'aussi belles. C'est Richard qui s'en occupait? Oui. Quand avez-vous appris ce qu'il faisait? Je dirais, après avoir lu plusieurs articles dans le journal, j'ai commencé à me demander si c'était eux. Mais je n'en étais pas sûre. Un jour, je leur ai dit, j'ai lu certaines choses dans les journaux et je me demande si... Ils n'ont rien répondu. Ils se sont contentés de sourire. J'ai rendez-vous avec la personne qui assurait sa protection aux États-Unis. Je m'habitue à la présence du colonel Kuklinski, qui m'accompagne pendant mon voyage. Ou peut-être est-ce moi qui l'accompagne dans cette plongée au cœur de sa vie. Bienvenue. Il avait conscience qu'il était en danger. Même si le gouvernement américain faisait tout pour assurer sa protection, il savait que s'il était retrouvé, il était en danger. Il était donc essentiel que son identité reste secrète. Voici ma place, le siège du procureur, la barre des témoins, le banc des accusés, qui était vide, bien sûr. Ce fut un procès par contumace, ce qui signifie que l'accusé était absent. L'audience s'est déroulée à huis clos. Quelle peine avez-vous requise? La peine de mort pour l'ensemble des chefs d'accusation. Varsovie, 23 mai 1984. Richard Jerzy Kuklinski est condamné à la peine de mort. En outre, il est privé de ses droits civils et ses biens personnels seront saisis. La peine prendra effet le 31 mai 1984. L'espionnage pour le compte d'un pays ou d'une armée étrangère ne peut être toléré. Quelle que soit la manière dont on l'envisage, cela demeure un acte d'espionnage, de désertion. J'avais parfois envie de le contacter par je ne sais quel moyen pour lui proposer qu'on se rencontre. Je voulais lui demander pourquoi il avait fait ça, comment il s'y était pris. J'aurais aimé lui poser quelques questions d'ordre professionnel. Il a trahi la Pologne et les forces armées. Il nous a trahis, a bafoué notre éthique. Il a rompu le serment. J'ignore pourquoi il a rompu. Certainement pour des raisons crapuleuses. Que fait un officier s'il constate que ses supérieurs trahissent le pays et la société au profit d'un pouvoir extérieur, en l'occurrence l'Union soviétique? Voilà dans quelle situation était Kuklinski. C'est une décision très difficile à prendre pour un officier. Selon moi, on ne doit pas lui reprocher d'avoir choisi de défendre la Pologne plutôt que de faire montre de dévouement pour la bureaucratie militaire. Auriez-vous fait la même chose? J'espère que j'en aurais eu le courage. C'est bien plus facile de ne pas agir.
Bonjour. Au milieu des années 80, le général Jaruzelski m'a annoncé qu'il y avait un espion à l'état-major. Il s'agissait du colonel Kuklinski. Les Américains l'avaient aidé à disparaître. On m'a donné l'autorisation de diffuser cette information en toute discrétion, afin qu'elle se répande. C'était la presse américaine qui se chargerait de la rendre publique. Ah oui, Jerzy Urban. A-t-il essayé d'agir? Il n'y a pas grand-chose à faire quand l'article a été publié à la une du Washington Post. On ne peut pas l'effacer. Il était très contrarié. Il voulait rentrer. Il m'a rendu visite et m'a dit « Sue, je dois retourner en Pologne. » Les États-Unis n'ont pas commenté l'affaire à l'époque, ce qui a provoqué la colère de Kuklinski. Il pensait qu'un représentant de son pays d'accueil aurait dû se manifester pour dénoncer les mensonges d'Urban. Les États-Unis et d'autres pays ne l'ont pas fait, pour des raisons très valables, certainement. Cependant, rien ne justifiait ce silence aux yeux de Kuklinski. Il s'est senti abandonné. J'ai rédigé un article pour le Washington Times, dans lequel j'accusais le gouvernement d'avoir oublié le colonel Kuklinski. C'était injuste. Je pense à cette réplique d'une pièce de von Schiller, La conjuration de Fiesque à Gênes. Le mort a fait sa besogne, le mort peut s'en aller. On ne pouvait pas le traiter de la sorte. À quoi pensait le colonel alors qu'il était loin de chez lui? Qu'il ne pouvait retourner dans son pays, qu'une condamnation à mort avait été prononcée à son encontre et que ceux en qui il avait confiance l'avaient abandonné. Comment avait-il baptisé son bateau? La ligne d'ombre. C'est le titre d'une œuvre de Conrad. Huit ans après son départ de Pologne, Kuklinski a assisté depuis les États-Unis à la chute du communisme et de l'URSS. Il espérait que sa mission solitaire, qui avait duré 8 ans, y avait contribué. Nous étions beaucoup plus sûrs de nous dans nos relations avec les Soviétiques, grâce aux informations qu'ils nous fournissaient. C'est ce qui a mené à la chute de l'URSS. Le pacte de Varsovie a accompli sa mission historique. Cette alliance a existé pendant 35 ans. Oui, 35 ans. 35 ans de paix. La Pologne est redevenue un pays libre. Malgré cela, la condamnation à mort du colonel Kuklinski a été maintenue pendant plusieurs années, ce qui me semblait incompréhensible. Je suis certain que ça l'a surpris. Ressentait-il de l'amertume? Par moments, oui, j'étais amer moi aussi.
Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps? Toutes les personnes que j'ai nommées étaient d'anciens communistes. Je ne pouvais pas faire appel aux Polonais qui étaient partis en Amérique ou ailleurs, n'est-ce pas? C'est pourquoi je ne faisais confiance à personne et je n'abordais jamais les sujets sensibles. Les personnes qu'il respectait, et notamment Walesa, ne comprenaient pas ce qu'il avait fait. Il en souffrait beaucoup. J'espère qu'un jour l'histoire réglera ce conflit et que Kuklinski sera jugé équitablement. Je le répète, je pense que c'est un héros de cette époque. Je n'aurais pas pu faire ce qu'il a fait et lui n'aurait certainement pas pu faire ce que j'ai fait. Ensemble, nous avons libéré la Pologne. Aujourd'hui, à Fort Myer, dans le comté d'Arlington en Virginie, les États-Unis rendent hommage à Kuklinski. Malgré nos demandes répétées, nous n'avons pas obtenu l'autorisation de filmer la cérémonie, car des agents de la CIA en fonction y assistent. Quelle belle cérémonie! Elle a eu lieu dans le cimetière national d'Arlington, où l'Amérique enterre ses plus grands héros. Sur le drapeau polonais avait été posée une casquette de colonel polonais. Dans la chapelle, la fanfare de l'armée américaine a joué l'hymne polonais. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un événement très rare. Parfois, les hommes honnêtes agissent en fonction de leur cœur. Et parfois, ils se trompent. L'histoire dira que le colonel Kuklinski avait raison. Il nous a permis d'éviter une guerre. Il a joué un rôle dans une série d'événements qui ont conduit à la libération du peuple qu'il devait défendre. Nous avons tout de même pu filmer l'enceinte de Fort Myer. Nous tournons un documentaire sur un héros de la guerre froide. Une cérémonie a été organisée en son honneur à Arlington. On ne filme que Fort Myer. On s'intéresse à la cérémonie. Et pourquoi? George Tenet y a participé, entre autres. Il nous a sauvé la vie. Grâce à lui, la Troisième Guerre mondiale n'a pas eu lieu. Il a été un espion de la CIA pendant 9 ans, alors qu'il faisait partie du plus haut commandement du pacte de Varsovie. Je peux vous montrer sa photo. Et sa photo, je m'en fiche. Le nom Kuklinski, ça ne vous dit rien? Le problème, c'est que... Vous pouvez détourner la caméra? Oui, pardon. Ce qu'on fait n'est pas interdit, je crois. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Dariusz Jablonski. Nous venons de Pologne. D'accord. Nous tournons un documentaire sur un héros de la guerre froide. La guerre froide? On peut régler ça de deux manières. Soit vous effacez la vidéo, soit on fait venir quelqu'un pour la récupérer. Effacez-la. C'est la première photo qu'on a prise quand on est arrivé ici, en 1981. Où était-ce? C'était à Annapolis, je crois. Ça, c'est la remise de diplôme de mon fils. Voilà une autre photo de lui. Lui, c'est Bogdan? Bogdan, oui. Où a-t-il pris celle-ci? C'était à Noël. Là, c'est la petite amie de mon fils aîné. Et là, la femme de Bogdan. C'est lui qui prend la photo. Ils sont morts la même année. Le plus jeune en janvier 1994. Et l'aîné, Valdemar, en juin ou en juillet de la même année. Bogdan est parti faire de la plongée avec un ami à Key West. Quelques jours après leur départ, le bateau a été localisé intact. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. 6 mois plus tard,
Valdemar a été renversé par une voiture sur le campus de l'université. Le conducteur n'a jamais été identifié. Je n'ai craqué qu'une fois. J'étais en colère contre l'Amérique après l'accident de mon fils aîné. J'avais réussi à tenir le coup lorsque mon cadet était décédé. Mais la deuxième fois, c'était trop. Quand on a appris l'accident, j'ai dit « Maudite Amérique ». Et j'ai éclaté en sanglots. Anna n'a plus jamais été la même, et c'est compréhensible. Elle avait perdu ses deux fils. À ce moment-là, Kuklinski était au bord du suicide. Il en parlait souvent. On aurait cru qu'il était victime d'une malédiction. Les malheurs s'enchaînaient. Il savait qu'il était responsable de tout cela, mais il ne l'avait pas voulu. Vous pensez que c'était un accident? Oui. Vous en êtes sûr? Oui. Était-ce des accidents? Oui. Vous en êtes sûr? Les agents de la CIA affirment que ce sont des accidents. C'est très certainement le cas. Je n'ai aucune raison de penser le contraire. Cependant, après plusieurs années passées à traiter avec l'Union soviétique et le KGB, je peux dire que des actes de ce genre ont été déjà commis. Nous n'avons jamais essayé d'enlever Kuklinski et de le ramener en Pologne. Peut-il s'agir d'une décision de Moscou? Ils n'auraient pas fait ça derrière notre dos. Et la mort des fils de Kuklinski? Je crois que c'est une coïncidence. Ce sont de simples accidents. Mettons-la sur la grande urne. Celle-ci? Très bien. Sortez-la, s'il vous plaît. Madame Kuklinski nous a demandé d'emporter les cendres du colonel Kuklinski et de son fils Valdemar en Pologne. Quand je me suis occupé des formalités au consulat de Pologne, je me suis rendu compte qu'avant nous, elle n'avait trouvé personne à qui demander ce service. Accordez-moi 10 minutes. Installez-vous, je vous en prie. Vous voulez boire quelque chose? Non, non. Comment ça se passe à l'aéroport? Inutile d'enregistrer la boîte. Vous la gardez avec vous comme bagage à main. C'est très joli comme décoration. Il a tout sacrifié pour sauver son pays et le reste du monde. Il a réussi sa mission. Quand ce monde l'a abandonné, a-t-il regretté d'avoir fait tout cela? C'est mon fils aîné. Voilà une autre photo de lui. Ils ne sont plus de ce monde. Regardez, tout petit déjà, Bogdan était à bord d'un bateau. C'est pareil sur toutes les photos. Le voilà sur un autre bateau. C'est lui là aussi. C'était à Noël. On leur avait offert un petit train. C'était dans les années 50? Non, elle a dû être prise plus tard. Le style des vêtements fait penser aux années 60. Il me l'avait rapporté de Suède, ce blouson en simili-cuir bleu.
Quelle belle chanson. Oui, c'était la dernière prise. Je peux couper alors? Non, laissez. Il l'écoutait souvent? Oui, très souvent. Voici une photo de notre maison en Pologne. Derrière, il est écrit « La propriété que nous avons quittée ». Voilà ce qu'il en reste. Je le revois à la barre de son bateau. Il m'avait emmené faire une balade à Tampa Bay, aux États-Unis. Il portait son béret de marin et avait une cigarette à la main. Il me parlait en regardant la mer. C'était un homme sincère et honnête, alors que les agents de renseignement sont souvent cyniques et terre-à-terre. À mes yeux, c'est un héros. Et je l'admire encore aujourd'hui. Je n'oublierai jamais. J'ai beaucoup de respect, de gratitude pour cet homme. C'était quelqu'un de très bien, d'honnête. C'était mon ami. J'ai une petite figurine de viking sur mon bureau. Et chaque fois que je la regarde, je me dis que le viking polonais m'a peut-être sauvé la vie.
On est amené à travailler avec beaucoup de gens et bien souvent il est plus simple de rester neutre, de ne pas s'impliquer. Mais avec lui, on ne pouvait pas être impassible, notamment à la fin de sa mission, quand il était évident que sa vie était entre nos mains. Il aurait pu mourir bien avant. Oui. Avez-vous l'impression que c'est grâce à vous qu'il a pu commencer une nouvelle vie ici? Dans une certaine mesure, oui. Mais on lui est tellement reconnaissant d'avoir fait tout ça qu'on a du mal à se dire qu'il nous doit quelque chose. Cet homme a tant œuvré pour le monde. On arrête. Ce n'est pas facile pour moi de dire que je ne regrette pas d'avoir fait tout cela. Si c'était à refaire, je recommencerais, mais je serais plus efficace. J'étais toujours mécontent. J'avais le sentiment que je n'en faisais pas assez, que mes efforts n'avaient pas les résultats escomptés. Si je pouvais tout reprendre à zéro, je serais plus efficace, plus agressif. Il ne me reste que les souvenirs. En 1990, en vertu d'une amnistie générale, la condamnation à mort de Kuklinski est commuée en une peine de 25 ans de prison. En 1995, le président de la Cour suprême autorise le réexamen exceptionnel du procès Kuklinski.